Et notre invité, c'est Jordan Bardella. Applaudissements pour lui. Il est avec nous ce soir sur CNews. On touchera mon poste. Merci. Merci Jordan. Jordan Bardella qui est avec nous pour Ce que je cherche. Et je suis très flatté puisque je pense que ça doit être une des dernières émissions. Vous avez presque terminé par Touche pas mon poste pour votre promo sur le livre. Bon, c'est pas la dernière, mais je vais vous faire plaisir, je veux dire que c'est la dernière. Ouais. J'ai choisi la dernière pour chez vous. Ouais. Bah, très bien, merci de mentir pour moi, merci Jordan Bardella. Non, on va parler du livre parce que je vous ai énormément regardé en télé, Jordan Bardella. Alors, je dis rien sur mes collègues, mais je trouve qu'on a très peu parlé du contenu du livre. Donc, on vous a parlé à chaque fois de tout ce qui se passe dans l'actualité et autour de Marine Le Pen, de vous, des législatives, mais très peu de ce qu'il y avait dans le livre. Et c'est ça qui m'a un peu... c'est toute la difficulté quand on fait de la politique. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'émissions où je réagis à l'actualité. Je fais un livre pour dire ce que je ne dis pas habituellement. Et les interviews sur le livre, en fait, je continue à parler de politique. Donc c'est un petit peu difficile, mais on en a vendu 60 000 exemplaires en une semaine. Et on est en train d'en réimprimer parce que les lecteurs sont nombreux. 65 000 même, on me dit. Hein. Voilà, donc j'ai les derniers chiffres. Ce ne sont pas des CI, des chiffres infondés, sachez-le. Jordan Bardella, Ce que je cherche. Vous êtes avec nous ce soir, on va reparler de ce livre parce qu'on apprend énormément de choses sur vous, personnellement. Je sais que ça fait longtemps que vous avez en tête d'écrire un livre. Hein. J'ai mis 1 an à l'écrire. En fait, je fais de la politique depuis 12 ans. Et ça fait 5 ans que je fais des médias vraiment à un rythme très soutenu, 2-3 grands médias par semaine. Et je me suis aperçu que ce format était quand même très... Je dirais pas malsain, mais c'est très difficile de développer sa pensée, de développer sa vision sur des interviews qui sont quand même très courtes. On n'a pas la maîtrise des questions. Et j'ai voulu ce tête-à-tête avec les Français parce que je ne pouvais leur dire ce que j'ai souhaité leur dire qu'au travers d'un livre. Et en leur racontant d'où je viens, ils vont comprendre d'où je vais. Alors justement, est-ce que c'est vrai que ce livre devait s'appeler Jordan ? Pas du tout. Non, c'est vrai ? Ah, c'est une info de Gauthier Lebray que j'embrasse. Merci. Merci Gauthier Lebray. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que vous parlez c'était une idée de la maison d'édition, mais je ne voulais pas donner le sentiment que c'était une autobiographie. D'accord. Et donc j'ai vite écarté cette idée parce que c'est pas une autobiographie, c'est pas non plus un programme. C'est un livre de confession sur les derniers mois qu'on a vécu, sur l'année 2024 qui a été complètement folle. J'essaie de raconter, d'emmener les Français avec moi dans le cockpit de la vie politique et leur dire comment ça se passe de l'autre côté des caméras. Ils vont apprendre beaucoup de choses, notamment sur ma relation avec Marine Le Pen, sur les coulisses des différentes émissions de télé, et puis comment ça se passe quand on fait de la politique aujourd'hui en première ligne. Et je leur parle un peu de mon parcours aussi, de ma famille qui est issue de l'immigration italienne et de mon enfance dans le département de la Seine-Saint-Denis. Alors vous parlez de votre prénom dans ce livre. Oui, je consacre un chapitre à mon prénom. Exactement. Vous dites, pourquoi avoir choisi ce prénom ? Pourquoi ne pas m'en avoir donné un second ? Avais-je un soir demandé à ma mère. Avec ton père, nous aurions préféré un prénom italien, mais nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord, et la mode était au Jordan à cette époque. Hein, donc, ouais, vous dites, j'ai souvent été complexé lorsque, loin de ma cité, je fréquentais des gens qui ne venaient pas de mon milieu. J'avais du mal à dire mon prénom, à l'assumer. C'est fou, ça. C'est-à-dire qu'avec mon prénom et mon nom de famille, je ne peux pas mentir. On sait d'où je viens. On connaît mon origine sociale, modeste, dont je suis très fier. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à arriver à Paris dans des milieux peut-être un peu moins modestes, parce que quand on fait de la politique, on côtoie vraiment tous les milieux populaires, des milieux un peu classe moyenne, un peu plus aisés. On côtoie vraiment de tout. Des gens qui viennent des grandes villes, des banlieues, de la ruralité. Et c'est vrai que parfois on me regardait un peu de travers quand je disais mon prénom, parce qu'il y avait le sentiment que c'était un prénom un peu de second rang, quoi. Voilà. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, mais je suis très fier de ce prénom. Et j'ai décidé d'en faire un atout parce que c'est la marque des classes populaires. Et moi, je suis très fier du milieu d'où je viens. Ma mère m'a élevé avec un SMIC. Elle est à Tsem, elle est à la retraite là, depuis le 1er novembre. Et voilà, et c'est aussi pour toute cette France-là que je fais la politique. Mais aujourd'hui, vous le dites, vous êtes fier de votre prénom. Je suis très fier de mon prénom, je suis fier de mon nom de famille aussi. Et j'en fais un passeport. Il y a en fait dans mon prénom et mon nom évidemment mes origines italiennes. Je ne m'en cache pas du tout parce que je suis très fier d'être le produit de... Comme je dis souvent, moi je suis un Français de sang mêlé et je suis très fier d'être un Français issu de l'immigration, d'une famille qui a fait parfaitement son assimilation et qui a voulu, en arrivant d'Italie dans les années 60, travailler, s'intégrer, devenir pleinement française. Et j'explique comment ce parcours, c'est le parcours de millions de familles dans notre pays qui sont issues de l'immigration et qui sont arrivés en France avec la seule ambition de se faire petit et puis de devenir plus grand et de devenir français à part entière. Et ces parcours sont très beaux.
Justement, Gilles Verdet, je voudrais qu'on vienne. Il vient de parler de l'immigration. Oui. Jordan Bardella, j'aimerais qu'on vienne juste sur un passage dont on a parlé tout à l'heure dans la loge. Vous expliquez qu'à un moment, vous avez donné des cours de français à des étrangers qui voulaient s'intégrer. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que c'est vous qui allez me parler de ça, mais j'en suis très fier, c'est pour ça que je le raconte dans le livre. Ouais. Comment ça se fait Quand j'étais au lycée à Saint-Denis. Un jour, je suis convoqué par le responsable de niveau et il me dit on a une association qui se charge de donner des cours de français à des travailleurs étrangers, donc des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, et qui viennent le soir au lycée apprendre les rudiments et les bases de la langue française. Et j'ai accepté, je suis très fier de cette expérience parce que j'avais l'impression de transmettre ce qu'on m'avait appris. J'avais surtout l'impression de transmettre une partie de notre identité, de notre culture. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'assimilation par la langue. Et je me suis aussi rendu compte qu'on exploitait beaucoup de ces travailleurs étrangers, qu'on fait venir des gens qu'on parquait dans des bâtiments insalubres, chez des marchands de sommeil qui étaient 10, 15 par bâtiment, qui ne maîtrisaient pas un seul mot de français. Et je me suis aussi rendu compte qu'on donnait parfois des papiers ou une carte d'identité à des gens qui ne maîtrisaient pas du tout les fondamentaux de notre langue, les fondamentaux de notre culture. Et je pense qu'en fait, l'immigration est un drame pour tout le monde. C'est un drame parce qu'on déracine des populations qui viennent de très loin, dans des conditions qui sont pas toujours les plus fantastiques. Et c'est aussi un drame pour les gens qui sont là, parce que quand on grandit en Seine-Saint-Denis et quand on grandit dans un quartier qui est aux mains de l'islamisme, du communautarisme, du trafic de drogue, parfois on a un peu le sentiment de devenir étranger dans son propre pays. Et quand je dis étranger dans son propre pays, c'est aussi des gens issus de l'immigration qui sont devenus français totalement dans ces quartiers et qui ne comprennent pas que les nouvelles générations qui arrivent parfois sont un peu dispensées de cet effort. Alors, vous parlez également de votre famille. Beaucoup dans votre livre, vous en avez parlé il y a un instant. Vous expliquez l'histoire de votre grand-père et vous évoquez le passé lors de ces longs moments à attendre que le poisson morde à l'hameçon, vous dites. Il vous a dit « La France a bien changé. Je ne reconnais plus ce pays. Tout y est désordre, tension, ces agressions, cette sensation de saleté quand on arrive porte de la Chapelle. La France me manque, mais je n'ai plus envie d'y revenir puisque votre grand-père profite de sa retraite au Maroc. » Et est-ce que les mots de votre grand-père vous ont poussé à faire de la politique? C'est des mots c'est évidemment des anecdotes qui m'ont beaucoup marqué. Mon grand-père a travaillé pour une grande société française de construction. Et il a participé, avant sa retraite, ça a été l'un des derniers grands chantiers avant sa retraite, à la construction de la grande mosquée de Casablanca. Donc il y a des Bardella qui construisent des mosquées, je tiens à le dire. Et il ne s'est plus au Maroc, il a passé sa retraite là-bas. Et c'est vrai qu'en allant le voir souvent, il me faisait part de la façon dont la France avait changé. Voilà, c'est-à-dire que lui, quand il revient en France, il est d'origine italienne, maintenant il vit au Maroc, il a travaillé toute sa vie pour des entreprises françaises. Il ne reconnaît plus, et j'essaie de le relater dans le livre parce que c'est des mots qui, même à 6-7 ans, m'ont marqué, il ne reconnaît plus la France. Et il est allé chercher là-bas, le Maroc est un grand pays, ce sentiment de fierté de la culture, ce sentiment de sécurité, de sérénité dans les rues qu'on ne trouve plus en France. Et c'est vrai que des gens qui sont partis de France il y a quelques années, des gens qui ont connu la France d'avant, quand ils reviennent aujourd'hui en France, bien souvent ils ne reconnaissent plus la France et ils ne reconnaissent plus ce pays qu'ils ont aimé. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un citoyen que ce sentiment de ne plus se reconnaître, de s'oublier, de ne plus reconnaître le pays dans lequel on a grandi. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui partagent ce sentiment. Alors justement, quelles sont les valeurs que la France a perdues et que vous aimeriez revoir, vous ? Si vous pensez à perdu, moi je suis très honnête, moi la France qui va bien, je ne l'ai pas connue. Ouais. Je suis né en 95 et depuis que je suis jeune, on me présente la France comme endettée, comme devant faire face au chômage de masse, à l'insécurité. Un ancien Premier ministre a dit que ma génération allait devoir vivre durablement avec le terrorisme. Mais moi je me sens l'héritier de valeurs de bon sens que j'aimerais réinculquer aujourd'hui dans mon pays, dans mon engagement politique, l'autorité, la sécurité, le respect, la loyauté, l'amour du drapeau. Il y a toute une partie dans mon livre qui s'appelle Fierté française, parce qu'au fond, c'est ce que je défends. Et ce que je ne comprendrai jamais, c'est que dans tous les pays du monde, partout quand on voyage, on se retrouve dans des pays où les gens sont fiers de leur pays, sont fiers de leur drapeau, ils sont fiers de leur culture. Trump, il gagne parce qu'il parle de l'Amérique aux Américains. Giorgia Meloni en Italie, elle gagne parce qu'elle parle de l'Italie aux Italiens. Et on a un peu le sentiment chez nous que on a le patriotisme honteux. Moi, je suis très fier d'être français, je suis fier de mes origines italiennes, j'en parle longuement dans ce livre, je suis fier d'être européen, mais je veux que les Français puissent être fiers de leur pays,
qui puisse le dire. Et je cite notamment une phrase de Jean Dujardin que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué. Il dit le problème de la France, c'est que ce pays ne s'aime pas assez, c'est que la France ne s'aime pas suffisamment. Et quand les Français auront conscience qu'on est les héritiers d'une immense histoire, d'une immense culture, que notre pays est parmi les plus beaux du monde, alors je pense qu'on sera prêt à affronter ce qui nous attend dans le siècle qui vient. Je crois que Jean Dujardin, c'était par rapport aussi à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Et on en parlait il y a quelques jours, parce qu'on disait il y a eu un match de foot et un match de rugby à un jour d'intervalle. Et c'est vrai qu'on disait, c'est vrai que c'est fou, comme la Marseillaise qui est pendant le rugby, est incroyable. Oui. Vous avez vraiment un moment d'émotion incroyable. Et c'est vrai que dans le foot, on ne retrouvait pas ça, on en parlait. C'est vrai qu'on parlait de Jean Dujardin cette semaine. Donc c'est bien que vous le citiez. C'est vrai que c'était incroyable de voir à un jour d'écart, à 24 heures d'écart, la différence entre les deux Marseillaises, même s'il y en avait une qui était faite en Italie, mais on en avait une au Stade de France, même la semaine d'avant, face à Israël. Et c'est vrai que c'est incroyable. Il n'y a pas la même ferveur. On a l'impression que on en a parlé ici, on disait c'est deux France limite différentes. Mais bon. C'est vrai que c'est assez curieux. Je suis d'accord avec Jean Dujardin quand il a dit ce que vous venez de citer. Vous avez parlé de votre enfance aussi. Hein. Vous avez grandi à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais, cité Gabriel Péri. Ouais, exactement. J'ai un club de paddle là-bas, si vous voulez venir jouer. C'est vrai, avec plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça fait plaisir, par contre, voilà, merci. Vous dites, j'ai grandi dans la cité, donc Gabriel Péri, qui ressemble à tant d'autres cités en France. Qu'il y a énormément de gens qui disent, oui, Jordan Bardella, oui, il a vécu dans une cité, mais comment était la cité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont qu'à y passer une semaine, et puis ils vont Non, mais c'est vrai qu'on vous attaque aussi là-dessus, Jordan Bardella. C'est ça qui est fou. Il y a plein de gens qui disent, oui, il dit qu'il a vécu dans une cité, mais on aimerait bien savoir comment, ce qui se passe. Est-ce que c'est les cités comme on en a connu aujourd'hui? Et voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens je raconte tout dans le livre. Et en cela, moi, j'ai l'impression que j'ai un parcours qui est parcours ordinaire, que des millions de Français ont. Quand je raconte que l'immeuble dans lequel on a grandi dans lequel j'ai grandi avec ma mère était un immeuble cerné par le trafic de drogue, où vous aviez des types à l'entrée avec des capuches qui filtraient les gens qui rentraient pour vérifier que les gens n'étaient pas de la police. Quand je raconte qu'en pleine nuit, on est réveillé par... quelques jours après, il y a un chapitre qui s'appelle L'Assaut. Alors, je ne vais pas raconter tout le livre parce qu'après, vous n'aurez plus envie de le lire. Mais il y a beaucoup de choses là, on peut y aller. Quelques jours après les attentats qui ont frappé le Stade de France, qui ont frappé le Bataclan et les terrasses parisiennes, on est réveillé en pleine nuit avec ma mère. Donc, on entend des tirs vers 4 h du matin. Je m'en souviens très bien. C'était en novembre 2015. Et j'ouvre la fenêtre parce qu'on entendait vraiment des tirs. Et le bruit des armes m'est familier parce que j'ai régulièrement entendu des règlements de compte liés au trafic de drogue dans le quartier. Donc le bruit d'une arme à cette époque, j'ai 20 ans, mais je sais à quoi ressemble le bruit d'une détonation. On ouvre les volets, on regarde par la fenêtre et on a un hélicoptère au-dessus de la tête avec un grand phare qui éclaire le quartier. On allume la télévision et en fait, la BRI est en train de donner l'assaut contre les terroristes du Bataclan qui sont retranchés à une centaine de mètres dans la rue du Corbillon à Saint-Denis, qui est la rue que j'emprunte très régulièrement pour aller faire les courses, pour aller au lycée, pour aller à l'école, pour me balader dans Saint-Denis. Et le choc vient du fait que la veille, quand on va se coucher, quand je vais dormir, quand j'éteins la télé, on nous dit que les terroristes sont partis très certainement en Syrie. Et en fait, ils ont passé la nuit à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres de chez nous. Et je me dis, au fond, que ce que je vis là et que la cité dans laquelle j'ai grandi concentre tous les maux MAUX du pays, c'est-à-dire l'insécurité, la violence, la précarité aussi, les trafics et désormais le terrorisme islamiste. Et c'est vrai que la différence avec les gens qui en politique parlent de la sécurité, de l'immigration, du communautarisme, de l'islamisme, c'est que moi j'ai connu tout cela, que moi j'ai grandi au milieu de tout cela. Et c'est vrai que si je me suis engagé en politique, c'est parce que j'ai été pris par un sentiment d'urgence très tôt et que tout cela m'a fait dire que c'était pas normal et qu'il n'est pas normal, il n'y a rien de normal à ce que quand on rentre chez soi, on ait peur, on baisse les yeux, on baisse le regard, on emprunte l'escalier de l'immeuble d'à côté pour rentrer dans son bâtiment parce qu'il communique, parce qu'on a peur de croiser les dealers. Et c'est un enfer que vivent des millions et des millions de familles, dont beaucoup d'ailleurs de familles issues de l'immigration. Oui. Et c'est vrai que quand il y a des voitures qui brûlent, c'est la voiture des gens qui habitent sur place qui brûle. Et je raconte aussi comment... en 2005, les images des voitures qui brûlaient m'ont marqué. J'avais 10 ans en 2005, mais je me souviens parfaitement de ces scènes de guerre civile en 2005. Et ce qui s'est passé l'année dernière avec l'affaire Naël, c'est vrai que pour moi, ça rappelait beaucoup d'images de mon enfance. Ouais. Vous racontez aussi votre premier échange avec Marine Le Pen.
vous lui avez adressé un message. Oui, en pensant que ce message d'ailleurs n'arriverait sympa avec le bouton de fièvre à la photo, il y en a d'autres comme ça. Ouais, non, mais si vous en avez d'autres comme ça, n'hésitez pas. Ça est bien. Hein, oui, elle est pas mal. Ouais. Ça doit être la moins chère, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Voilà. Merci. Non, j'ai rencontré. Alors moi, évidemment, je me suis engagé en politique plus pour Marine Le Pen d'ailleurs que pour le parti politique, parce que c'est vrai que son discours, sa proximité, son parler vrai, moi, m'a séduit très tôt et m'a donné confiance aussi, à la fois en moi, en mes convictions. Et en 2015, je crois que je suis, pour la première fois, je vais être candidat à une élection pour le parti, conseiller régional en Seine-Saint-Denis, je vais être élu. Donc je lui envoie un mail, je ne la connais pas, pour la remercier. Je me dis qu'il doit y avoir des dizaines, des centaines de personnes, d'adhérents, de militants qui lui écrivent et elle va me répondre le lendemain. Et donc je raconte cet échange dans le livre. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu... Elle vous a répondu, tu mérites cette confiance que le mouvement t'accorde. Bon courage pour cette campagne. Là, je me suis dit, Marine Le Pen sait qui je suis, sait que j'existe. Et donc là, pour le coup, pour moi, c'était extrêmement agréable. Alors, il y a une première rencontre avec elle. J'ai 20 ans à l'époque. Hein. C'est dans une pizzeria, la première rencontre. Oui, à Nanterre. Ouais, c'est ça. Déjeuner avec Marine Le Pen dans une pizzeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que c'est incroyable, ça. Alors, quelques mois après cette élection, donc on est élu, moi je suis élu au Conseil régional d'Île-de-France et je suis le Benjamin du Conseil régional. Et on a c'est l'année où le Rassemblement national a énormément d'élus aux élections régionales. On échoue à gagner des régions, mais on a beaucoup d'élus partout en France. On est 2 ans avant la présidentielle. Et Marine invite les jeunes élus de son parti à déjeuner dans cette pizzeria à Nanterre, à quelques mètres du siège. Et il se trouve qu'en arrivant, je découvre le plan de table et je suis juste à côté d'elle. Et donc, elle sait parfaitement ce que je fais, elle sait parfaitement mon parcours, que je milite en Seine-Saint-Denis. Et elle me dit, est-ce que ça te dirait de travailler pour moi ? Et c'est là que tout démarre. Mais bon, après, pour la suite, je ne vais pas tout raconter. C'est dans le livre. Justement, petit aparté, comment elle va, Marine Le Pen ? Marine va bien, elle m'impressionne toujours par sa solidité. La semaine est évidemment pas simple pour elle parce qu'il y a ces réquisitions qui sont très dures, que nous on estime être, comme des millions de Français d'ailleurs, des réquisitions partiales, parce qu'on a une procureure qui face à nous vient dire, en parlant d'un dossier, j'ai pas d'éléments, mais ça me ferait trop mal de demander la relaxe. Donc on sent qu'on est face à des gens qui ont un parti pris à notre égard et à l'égard de Marine. Vous savez que Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé il y a quelques jours et elle m'impressionne toujours par sa solidité et par sa résilience. Elle est très impressionnante hein, quand on la côtoie, quand on travaille avec elle. Vous l'aviez reçue pendant la campagne présidentielle. Moi, si j'ai choisi de lui faire confiance il y a quelques années, c'est parce que je la trouve différente des autres. Est-ce que vous pensez que c'est elle que je vais recevoir pour la prochaine campagne présidentielle ou c'est vous ? J'espère bien que ce sera elle. Bon. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Jordan Bardella, aux personnes ? Je vous dis, moi, je vous dis tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Jordan, mine de rien, si Marine est inéligible, il doit être hyper content parce que c'est lui qui sera le candidat en 2027. Et je vais vous dire ce que j'ai répondu. J'ai dit, je crois le connaître un peu et je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'au contraire, je pense qu'il a envie que ce soit Marine Le Pen en 2027. Mais c'est pas une histoire de content, pas content. Enfin, je veux dire, on n'est pas content de faire ça. Parce que quand on vous dit, moi, et je raconte dans le livre, à 28 ans, cet été, dans 3 semaines, tu vas peut-être être Premier ministre et tu vas peut-être te retrouver à Matignon, compte tenu des sondages, compte tenu de la dynamique. C'est pas une histoire de content, pas content. Si vous voulez, la responsabilité est tellement lourde que ça vous écrase, en fait. Et même quand on pense être prêt, en fait, on n'est jamais vraiment prêt à ce vertige, à ce qui nous attend. Donc, si vous voulez, nous, on mène un combat qui n'est pas un combat personnel. Moi, j'ai toujours été son premier soutien. Je lui serai toujours extrêmement loyal. Et je pense qu'on est différent des autres dans le tandem conforme parce que je sais que j'ai une dette envers elle. Les Français le savent bien aussi. Et donc, j'ai toujours été son premier soutien. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle est mon premier soutien aussi. Et si ça venait à se passer mal, si elle était inéligible, est-ce que, bien sûr, vous seriez le candidat ? Ça, c'est logique. Mais elle est innocente, donc elle ne sera pas condamnée. Mais vous savez, il y a parfois des innocents qui sont condamnés. Donc on ne sait jamais, il y a peut-être des erreurs. Eh bien, elle fera appel. Il y a des erreurs. Appel, oui, mais si cette clause provisoire qui dit qu'elle ne peut pas faire appel et que même l'appel n'est pas suspensif, vous serez le candidat. Mais ça serait ça serait un scandale démocratique. Je veux dire, et la justice tenterait en fait de triompher là où les responsables politiques et là où nos adversaires ont échoué, c'est-à-dire à faire reculer le Rassemblement national. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes et surtout les pires adversaires politiques de Marine Le Pen, et c'est là le plus intéressant, qui ont dit
indépendamment du fond du dossier, cette inéligibilité, cette réquisition d'inéligibilité avec exécution provisoire est un scandale. Parce que le combat politique doit se faire sur le terrain démocratique, doit se faire sur le terrain du débat et certainement pas sur le terrain judiciaire. Moi, je trouve tout cela disproportionné et évidemment, c'est le sentiment d'injustice qu'ont des millions de Français. On parle d'un désaccord administratif sur la nature du travail des assistants parlementaires, des eurodéputés du RN. On ne parle pas d'emplois fictifs, on parle des gens qui ont effectivement travaillé. On ne parle pas d'enrichissement personnel. Elle n'a pas pris 4 millions pour aller s'acheter une maison, une villa, une voiture ou que sais-je. On parle d'un désaccord administratif sur la façon dont ont travaillé les assistants parlementaires. Donc, le Parlement européen a des arguments, nous avons nos arguments. Vous savez qu'il y a plusieurs partis politiques français qui sont concernés par la procédure, notamment la gauche et le MoDem, donc l'ex-majorité présidentielle. Et on a le sentiment que ces réquisitions très dures de la part de gens qui ne sont pas partiales ont pour finalité d'empêcher Marine de faire de la politique et surtout de tuer financièrement le Rassemblement national. Alors justement, vous parlez également dans votre livre, c'est un des moments les plus forts pour moi du livre, quand vous voyez à Matignon. Et c'est vrai que c'est un moment très fort dans le livre. Gilles Verdez aussi l'a lu, c'est un des moments les plus forts. C'est tout le début et c'est... Oui, vous y voyez et puis tout est construit pour et puis ça s'effondre, quoi. Bah, je m'y vois. Écoutez, on vient de faire 32% aux élections européennes. C'est un nombre de voix et de sièges qu'on n'a jamais fait dans l'histoire du parti. Le président de la République annonce la dissolution. On est donné en tête de tous les sondages et je me retrouve chef de file. Donc, heureusement que je m'y vois et heureusement qu'on va s'y préparer. Alors évidemment, on s'y prépare depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais tout cela prend une accélération vertigineuse. Et je raconte dans le livre, en fait, je raconte pas tant l'aspect politique, je raconte vraiment l'aspect personnel. C'est ça, ouais. Et je raconte à quel point, à 29 ans à peine, je peux me retrouver dans 3 semaines à Matignon. Alors évidemment, je suis entouré, j'ai des gens avec moi, on a des dizaines de personnalités pour être ministre, parlementaire, directeur de cabinet, mais c'est vertigineux pour tout le monde. Et donc, je raconte qu'il m'est très difficile de trouver le sommeil, ouais. Ouais, ça, ouais. Et après, vous avez mieux dormi quand vous n'étiez pas Premier ministre? Non, parce qu'on coupe vraiment, on coupe jamais en fait. Et que je suis convaincu que la vague qui nous porte est très puissante. Vous savez, la politique, c'est une affaire de grandes vagues. Et on dit souvent que le combat politique, c'est l'art du moment. Je pense que notre moment viendra. Et moi, je suis convaincu que nous arriverons au pouvoir. Parce qu'à chaque élection, on enregistre des millions de voix supplémentaires. On arrive à convaincre des gens de tous horizons de nous rejoindre. Et si j'ai fait ce livre aussi, c'est pour solder les doutes et les incertitudes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de caricatures encore sur le Rassemblement national. J'ai passé une grande partie de cette campagne à batailler contre des idées qui n'étaient pas les miennes, notamment sur la suppression de la double nationalité, j'en parle dans le livre, que je n'ai jamais envisagé une seule seconde de supprimer dans le droit. Ça a été quand même un tournant aussi. Et, ouais, ça a été un tournant. Et puis, pour nous, les règles sont plus dures que pour tout le monde. Je veux dire, on a eu sur 1200 candidats, une quinzaine de candidats qui avaient des propos inacceptables. On allait chercher sur les pages Facebook. Évidemment que ça ne me fait pas plaisir. Et évidemment que si on avait vu cela, ces personnes n'auraient jamais été investies. C'est des circuits qui n'étaient pas gagnables. Mais la différence, c'est que quand à la France Insoumise ou à gauche, vous êtes fiché S pour atteinte à la sûreté de l'État, vous êtes élu, vous pouvez avoir des propos antisémites, etc. Il n'y a aucun problème là-bas, on vous fait élire, vous êtes mis en avant, machin. Bon. Donc, c'est dur parce que d'abord, on se sent très seul. Et que quand on fait de la politique à un tel niveau, plus vous montez, je raconte dans le livre, c'est Nadine Morano qui m'avait glissé cette confidence au restaurant du Parlement européen. Elle m'avait dit, tu verras, en politique, plus on monte, moins on a d'oxygène. Et c'est vrai que plus on s'approche du sommet, plus on tente de me retenir en bas et de me faire chuter. Donc j'ai un parcours qui, à 29 ans, est évidemment très, très singulier. Je fais à 29 ans ce que je devrais faire à 50. Donc j'ai encore moins le droit à l'erreur que tout le monde. Alors, Jordan Bardella, vous avez dit un instant, on accédera au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites? J'ai énormément, moi, d'auditeurs en ligne sur Europe 1, de personnes qui viennent me parler ici également, qui me disent j'ai voté Rassemblement national aux législatives, mais j'ai le sentiment qu'on ne gagnera jamais parce qu'il y aura toujours cet arc républicain qui fera qu'on sera battu en 2027 aussi. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui me disent ça? Je leur demande de me faire confiance et de ne pas lâcher. Parce que moi, je ne compte pas les lâcher. Et que quand j'ai commencé à faire de la politique il y a 12 ans dans ce parti, quand on se retrouvait qualifié au second tour, on prenait très cher. Hein. On faisait 25-30% au second tour face à des candidats, tous partis confondus, qui faisaient 60-70%. Il y a 5 ans, on faisait 40-45% dans les seconds tours. Et on se disait, bon, est-ce qu'un jour, on va franchir ce plafond de verre? Là, on est passé en 2 ans de 6 à 143 députés, de 3,5 millions de voix à
11 millions de voix. On arrive avec un parti politique qui, au sortir des législatives, a fait presque 37% des voix. Ça n'existe dans aucune autre démocratie occidentale. Il n'y a aucune démocratie où un parti tutoie seul les 37%. Donc, ce qu'il faut regarder, évidemment que c'est un peu frustrant parce qu'on a envie que ça change, parce qu'on a envie que ça bouge, parce qu'on en a ras-le-bol de l'insécurité, parce qu'on en a ras-le-bol de la fiscalité, parce qu'on en a ras-le-bol de ne plus trouver de sens au travail, parce qu'on a le sentiment que quand on travaille, on ne gagne pas assez, quand des gens, en comparaison, ne travaillent pas et gagnent peu ou prou quasiment avec le système social autant. Les gens ne supportent plus ces injustices. Moi, j'ai juste envie de leur dire, faites-moi confiance, faites-nous confiance, on n'en est plus très loin, mais ce n'est pas le moment de lâcher. Et la conclusion de mon livre, je cherchais un titre en rédigeant cette conclusion, plutôt que de l'appeler conclusion, et je l'ai appelée Croyez-moi. Parce que je me suis dit, il n'y a plus aucun responsable politique aujourd'hui qui ose regarder les Français dans les yeux et leur dire « croyez-moi ». Et moi, je viens leur dire que ça ne sera pas facile, que ça ne sera pas simple, qu'on va se battre matin, midi et soir pour faire ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Mais pour ça, on a besoin que les Français soient unis, qu'ils soient rassemblés, qu'ils soient derrière nous. Et je suis convaincu qu'on y arrivera parce que je suis convaincu que la France n'est pas finie, que les choix qu'on fait aujourd'hui pour notre pays vont déterminer si oui ou non la France va vivre au XXIe siècle. Et moi, je suis bien déterminé à ce que la France vive et à ce que notre pays, qui est le plus beau du monde, continue d'étonner partout au-delà de nos frontières. Jordan Bardella, vous étiez prêt à gouverner au mois de juillet dernier ou pas? Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que vous aviez les équipes pour gouverner ou pas? Non seulement on était prêt, mais on en avait envie. Et quand je dis je suis déçu de ce résultat, je ne suis pas tant déçu pour moi, parce que je ne tire aucun bénéfice et aucun profit personnel de cette vie-là. Et je raconte comment on vit traqué par des compléments d'enquête, par des journalistes qui vont chercher votre vie privée, votre vie perso, vos ex-compagnes, qui vont interroger les gens avec qui vous étiez au lycée pour vérifier si vous vous comportiez bien. Enfin, la traque qu'on vit fait peser sur nous une pression qui ne rend cette vie, au fond, pas tellement agréable. Mais j'étais déçu parce qu'on perd du temps pour la France. Et je pense que sur tous les grands sujets, sur le quotidien des Français, beaucoup se disent, mais en fait, ce qu'ils disent est la vérité. Et je ne défends rien d'autre qu'une forme de bon sens, qu'une forme de fierté française. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mener ce combat avec nous. Je raconte aussi comment c'était difficile pour moi de présenter mon gouvernement parce qu'il y a beaucoup de gens très expérimentés qui parfois ont des profils très mainstream, qui sont dans le système, qui sont dans les médias, qui sont dans les grandes entreprises, qui sont dans la grande administration et qui, s'ils disent bah, demain je serai ministre d'un gouvernement Bardella pendant un second tour de législative mais que je ne gagne pas, je ne suis pas certain qu'ils gagnent leur poste dans la très haute administration le lundi. Donc je raconte aussi la complexité que c'était pour moi et je le dis franchement avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté, qu'on a 1001 personnes prêtes à venir nous entourer. On a évidemment beaucoup de nouveaux visages maintenant, des députés, des maires, des sénateurs, des porte-paroles, des gens qui prennent position en notre faveur. Mais c'est vrai qu'on est dans cet entre-deux où je pense que pendant très longtemps, on a été un parti d'opposition et on est en train de devenir un parti de gouvernement. Mais moi, quand je vois les équipes actuelles aujourd'hui, si les gens sont capables de me citer plus de 5 ministres du gouvernement actuel, même moi, parfois, j'en suis pas nécessairement capable. Donc, voilà, moi je pense qu'avec du courage, avec du caractère, avec beaucoup de bon sens et surtout avec l'amour des siens, on peut faire beaucoup de bien au pays. Est-ce que vous remerciez la France Insoumise tous les jours parce que c'est vrai que la France Insoumise, aujourd'hui, beaucoup de gens disent la France Insoumise a été un magnifique marchepied pour le Rassemblement national. Et on a l'impression, mine de rien, que Jean-Luc Mélenchon, la seule chose qu'il a en tête, c'est un deuxième tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen en 2027. Voilà, et qui pense que c'est la seule façon qu'il aurait peut-être de gagner et d'accéder au pouvoir. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand bourgeois qui prône la révolution depuis l'intérieur de Paris. C'est-à-dire qu'il est dans son salon, confortablement installé, et il prône la guerre civile, l'antisémitisme, le tous contre tous. Il veut transformer la France sur le plan économique, c'est Cuba sans le soleil ou le Venezuela sans le pétrole. Et c'est vrai que moi, je considère que c'est une personnalité dangereuse, que son mouvement politique est dangereux. Et l'enseignement d'ailleurs de cette campagne électorale, de ce qu'on a vécu, c'est que le 7 octobre, il y a eu un drame d'une atrocité sans précédent en Israël, qui nous a rappelé aussi ce qu'on avait pu vivre avec le Bataclan, avec Charlie Hebdo, avec les massacres de Mohamed Merah, avec ce qui s'est passé le 14 juillet 2016 à Nice. L'enseignement de cet événement en France, c'est que pour la première fois,
la condamnation du terrorisme islamiste ne faisait pas l'unanimité dans la classe politique. Et on a vu des mouvements politiques comme la France Insoumise qui se sont engouffrés dans la brèche et qui ont choisi de souffler sur les braises de l'antisémitisme, du communautarisme, de la haine, de l'hostilité à l'égard de la France, de la police. Et je trouve que leur comportement, il est très dangereux. Et moi, je me battrai toujours de toutes mes forces contre son mouvement politique. C'est normal qu'ils aient des députés, parce qu'il y a des gens qui votent pour eux. Donc moi, je suis démocrate, j'accepte la confrontation démocratique, mais je me battrai de toutes mes forces contre ce mouvement que j'estime profondément antidémocratique et anti-républicain. Jordan Bardella, vous restez avec nous. Ce que je cherche aux éditions Fayard pour mieux connaître Jordan Bardella, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parce qu'on apprend énormément de choses. Regardez, même Gilles Verdez a aimé le livre, pour vous dire. Mais en fait, vous savez, moi, je ne demande rien d'autre aux gens qui ne m'aiment pas qu'à ne pas être aimé pour la réalité de ce que je défends. Et j'en ai un peu assez de me battre contre des caricatures, contre des idées qui ne sont pas les miennes. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre le temps d'écrire un certain nombre de choses, parce que je pense qu'en me lisant, on comprend vraiment ce que je pense, pourquoi je le pense. Et quand je raconte des éléments de vie personnelle, c'est pas pour raconter ma vie, parce que on s'en fout, mais c'est pour dire aux Français, en fonction de ce que j'ai vécu, en fonction de ce que j'ai pu vivre, voilà pourquoi je pense cela. Et donc, je fais aussi ce livre pour apparaître tel que je suis vraiment, et non pas tel qu'on essaie de me présenter souvent dans les médias, où quasi unanimement, on est présenté comme des monstres, comme des gens dangereux, alors qu'on est des patriotes sincères.